Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire et merci aussi pour l'Institut des Actuaires pour cette invitation. Je me présente, je suis Raksat El Ajassan. Je vais vous présenter donc mes travaux réalisés dans le cadre de mon mémoire d'actuariat euh, qui s'intitule Construction d'une table de mortalité d'expérience prospective en France dans le contexte de la suppression des tables de mortalité genrées en assurance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat et je vous répondrai à l'issue de cette présentation qui va durer une trentaine de minutes. Je vous propose donc de commencer. D'abord, commençons par contextualiser le sujet. Donc, ce mémoire s'inscrit dans le contexte de la loi Industrie verte de 2023 qui interdit l'utilisation des tables de mortalité genrées au contrat d'épargne retraite collectif, comme le plan d'épargne retraite obligatoire et les contrats de type article 83 et les contrats type L 137-11-2 à partir du 25 octobre 2024. Et cette obligation d'uniformisation des taux de mortalité soulève des questions parce que, comme vous le savez, comme vous le voyez sur les graphiques d'évolution d'espérance de vie des hommes et des femmes, il y a un écart, actuellement de presque un écart de 6 ans entre l'espérance de vie des hommes et des femmes. En effet, l'espérance de vie à la naissance atteint 79,3 ans pour les hommes et 85,4 pour les femmes en 2021. Et au cours du XXe siècle, l'espérance de vie a presque doublé. Et comme vous le savez, pour les assureurs, les hypothèses de mortalité retenues sont structurantes pour l'établissement des tarifs et le calcul des provisions, que ce soit dans les références sociales ou les FRS 17 et le solvabilité 2. Donc, un assureur détenant principalement des rentes viagères immédiates ou différées verra ses engagements augmenter si la longévité observée est plus forte que celle estimée par les hypothèses. Aussi, l'utilisation par un assureur d'une taille de mortalité de moment pour évaluer ses risques et engagement entraînera une perte substantielle pour la compagnie. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser des tailles de mortalité prospective qui incorporent l'évolution présumée de l'espérance de vie. D'où les questionnements suivants. Quelle taille de mortalité retenir à l'avenir? Comment la construire? Et quels sont les impacts en fait direct sur le métier d'assureur en termes de tarification et des provisionnements des rentes viagères. Donc, pour répondre à ces questions, ma démarche consiste à calibrer des tables de mortalité de la population française en utilisant les données de la base Human Mortality Database, donc HMD, pour laquelle on dispose d'un historique très important. Ensuite, pour tenir compte de la mortalité spécifique des assurés bénéficiaires des rentes viagères, on procède par ajustement des taux de mortalité d'un portefeuille d'assurés de protection d'un organisme de protection sociale gérant de retraite. Et je procède en fait au positionnement après de la table de mortalité d'expérience par rapport aux tables de mortalité de référence. Et enfin, j'analyse l'impact sur la tarification et le provisionnement pour l'assureur de l'utilisation d'une table de mortalité unisexe. Concernant la construction de la table de mortalité prospective de référence, pour la France, en fait, dans cette base de données Human HMD, l'historique de données s'étend de 1841 à 2021. Cependant, je n'ai trouvé que les données à partir de 1950, c'est parce que cela nous permet d'avoir d'un côté un historique important de données assez profond pour les projections que l'on souhaite mettre en place, mais également pour éviter le biais des estimations des paramètres en incluant les données relatives aux périodes des guerres mondiales. Le modèle sera calibré en fait pour chaque sexe et pour tous sexes confondus, pour des âges compris entre 50 et 90 ans. Et pourquoi? Parce que c'est la tranche d'âge pour laquelle l'exposition est généralement la plus élevée pour les contrats des rentes viagères. Et pour tenir compte en fait de l'effet COVID 2019, j'ai distingué deux cas de figure.
un cas de figure où je n'intègre pas donc, les données de mortalité relative à l'année 2020 et 2021, donc je m'arrête jusqu'à 2019, et un autre cas de figure où j'intègre ces 2 années. Et en fait, la méthode de projection donc, ben, classique en fait, pour estimer le coefficient de mortalité donc, consiste à estimer donc, un modèle paramétrique sur le donné HMD pour la France, puis après on projeter ensuite les coefficients obtenus. Et c'est cette projection, donc en revenant à la formule mathématique du modèle qui donnera les coefficients de mortalité futurs recherchés. Dans ces cadres, en fait, j'ai testé plusieurs modèles, en fait, plusieurs modèles. Donc, notamment donc, le modèle d'Illy Carter qui décompose donc le logarithme du temps instantané de mortalité en deux composantes, l'une propre à l'âge, donc qui est alpha x, et qui décrit en fait alpha x décrit le comportement moyen du taux de mortalité central pour chaque âge, et la composante kt qui représente l'indice temporel d'évolution de la mortalité dans l'espace-temps. Et concernant les coefficients bêta, c'est le terme qui explique comment le logarithme de temps constant de mortalité réagit à travers le temps, et ça permet de sensibilité en fait de la vitesse de réaction du taux de mortalité à kt pour chaque âge. Concernant le modèle RH, en fait, c'est une généralisation en fait du modèle LC, les Carter, mais en intégrant l'effet cohorte à travers le coefficient, enfin les paramètres gamma t moins x. Euh, Concernant le modèle APC, donc c'est un cas particulier du modèle RH où je prends bêta et que bêta x est égal à 1. Par contre, le modèle CBD donc, ne s'inspire pas du modèle Zilli-Carter et il n'a aucun contrôle sur le paramètre. C'est un modèle en fait à deux facteurs qui sont K1T et K2T. Bon, K1T qui capture la tendance générale dans l'évolution du logit des probabilités de décès, alors que le second facteur, KT, permet de faire évoluer les probabilités de décès à travers le temps en fonction des variables spécifiques de chaque tranche d'âge. Donc, la spécificité, donc, le modèle LI Carter et CBD n'intègrent pas donc d'effet cohort. Et concernant le modèle M6, donc, c'est une généralisation du modèle CBD, mais on intègre en plus par rapport à CBD donc un effet cohort représenté par le paramètre gamma T moins X. Donc, plusieurs modèles en fait ont été testés. Ici, je présente juste, bon, à titre indicatif, donc les résultats du modèle de Carter. Dans les cas où j'intègre les données COVID, donc je vais jusqu'à 2021. Quand vous voyez donc à l'examen de la courbe de alpha de AX, on observe qu'elle corrèle linéairement avec l'âge, quel que soit le sexe, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et cela traduit l'augmentation donc du risque de mortalité avec le vieillissement. Concernant la courbe de KT, qui rend compte du déclin de la mortalité avec le temps, un phénomène bien connu qui traduit en fait l'augmentation de l'espérance de vie. Enfin, la courbe de BX met en avant le fait que le déclin de la mortalité n'est pas homogène en fait selon les âges. En effet, on peut clairement observer que ce recul est très marqué à partir de l'âge aux alentours des 70 ans, mais augmente avec les âges entre 55 et 65, surtout chez les hommes. Cela s'explique par la mortalité précoce des hommes liée à la consommation de l'alcool et du tabac. Euh, bon, en fait, le choix du modèle, pour choisir entre le modèle, donc il y a plusieurs critères. Donc, j'ai utilisé les critères de AIC et WIC et l'analyse des résidus. Et l'analyse graphique des résidus, donc là, en fait, on a les graphiques pour les modèles Lee Carter et CBD. Et ce qu'on remarque que qu'ils présentent, enfin, les graphiques présentent des structures diagonales très marquées qui indiquent l'incapacité de ce modèle à décrire en fait les effets cohortes. Parce qu'on a dit tout à l'heure, donc LC et CVD, donc on n'a pas la composante cohorte. Donc, le modèle qui n'intègre pas l'effet cohorte présente une structure très marquée, indiquant l'incapacité de ce modèle à décrire les effets cohortes. Par contre, en regardant le modèle RH et APC,
Le modèle APC présente des clusters des résidus que l'on peut expliquer par la non-prise des améliorations de mortalité qui varient avec l'âge. Et les résidus RH sont relativement aléatoires, sauf que pour les femmes, le modèle RH n'a pas convergé. Et, donc, à l'issue de l'analyse de ces graphiques, donc c'était pas évident de choisir un modèle pour pouvoir faire les projections pour les hommes et les femmes et tous sexes confondus. Et c'est pour cela que j'ai opté pour une autre démarche, une démarche donc bayésienne, approche bayésienne, donc pour réaliser cette projection. C'est juste en fait pour dire un mot en fait sur la différence fondamentale en fait entre l'approche fréquentiste et l'approche bayésienne, c'est que l'approche bayésienne, alors que dans le cadre de l'approche fréquentiste, considère les paramètres non pas comme fixes dans le cadre de l'approche bayésienne, pardon, mais comme ils sont comme des variables aléatoires. Et euh, en général, l'approche fréquentiste est moins flexible. Donc, parce qu'il est difficile d'intégrer des informations extérieures, alors que dans un modèle bayésien, on peut intégrer des connaissances a priori. Et alors que le modèle, enfin, l'approche fréquentiste est relativement simple à mettre en œuvre, euh, l'approche bayésienne est plus compliquée. Il nécessite des méthodes de simulation comme MCMN, donc Markov chaîne Monte Carlo, pour l'estimation. Et en fait, pour construire un modèle bayésien, donc on a besoin donc d'un méthode d'échantillonnage. Donc ici, c'est les méthodes de simulation de Monte Carlo de Markov qui a été utilisée, d'une distribution a priori et d'une distribution a posteriori. Et la loi a posteriori est donc déduite de la loi a priori des données euh, donc, on part d'une distribution a priori, on utilise l'information contenue dans les observations. Dans notre étude, il s'agit de décider des observations pour obtenir la distribution a priori via les théorèmes de Bayes. Et en fait, pour la réalisation de ce mois, je me suis largement inspirée de l'article publié donc, par Barrigo et autres auteurs donc, en 2022 euh, qui a développé le package Stan Moment dans R et l'article intitulé donc Bayesian Model Average for Mortality Forecasting euh, Using Live Future Out Validation. Donc, cette approche, en fait, consiste à partir d'une distribution a priori et utiliser l'information donc, dans les observations pour obtenir la distribution a priori. Ça revient à partitionner, en fait, la base de données entre trois sous-ensembles. Un sous-ensemble d'entraînement composé de n premières observations, un sous-ensemble de validation de 1 plus 1 m observations et les 10 dernières données les plus récentes pour un ensemble de tests. Et la démarche adoptée consiste à ajuster les modèles, les différents modèles des Carter, RH, APC, BCD, MC aux données, donc les données qui sont les décidées, les expositions des N premières années. Après, on obtient donc la distribution empirique des futurs taux de mortalité pour les années N plus 1 à N plus M basés sur des échantillons Markov-Chain Monte Carlo. Et la combinaison donc, des futurs taux de mortalité avec les expositions des N dernières années permet d'obtenir une distribution empirique des décès futurs pour chaque modèle. Et donc, la distribution a posteriori obtenue, c'est en fait la loi des paramètres θ conditionnellement aux observations. Donc, elle résume l'information provenant des données et l'information a priori. Et en fait, donc voilà, donc la méthode, donc c'est un échantillonnage à partir de la distribution a priori. Après, on calcule les poids pour chaque modèle de mortalité. Et comme on va voir donc, sur les slides suivants, que trois types de modèles donc, ont été utilisés. Donc, les BMA, les modèles bayésiens moyens, qui utilisent en moyenne pondérée des prédictions de tous les modèles émis, donc qu'on a cité tout à l'heure, des prédictions de mortalité. Et chaque modèle, il est pondéré par sa probabilité a posteriori, tandis que le modèle pseudo-BMA, donc c'est une version simplifiée de BMA,
parce qu'il utilise en fait des scores prédictifs pour ajuster les pondérations des modèles au lieu de probabilité bayésienne complète. Et en fait, les pondérations sont ajustées en fonction de leur performance prédictive passée, qui sont mesurées par des critères comme le log score ou le CRPS, et même leur absolue moyenne. Et nouvelle approche, c'est donc en Zambie, c'est approche staking, qui en fait, il s'agit de prédire quels sont les meilleurs modèles de base et de les pondérer. Et cette approche, enfin, cette méthode en Zambie, en fait, apprend activement les poids qui maximisent les performances des prédictions combinées. En fait, là, j'ai pas mis les formules, mais ils sont dans le mémoire qui est sur le site de l'Institut actuel, donc où il y a vraiment les différentes formules de de chaque modèle, où c'est très bien détaillé. Donc, mais c'est juste pour dire que voilà, dans ces cadres, j'ai utilisé trois méthodes, trois modèles, donc, le BMA, le staking et le pseudo-BMA. Et pour réaliser ce travail, donc, comme je dis tout à l'heure, j'ai décomposé donc, ma base de données en trois parties. Donc, un sous-ensemble d'entraînement qui est utilisé pour entraîner le modèle. Donc, le modèle ajuste ses paramètres sur ces données afin de minimiser l'erreur ou maximiser donc, une fonction d'objectif comme la vraisemblance pour le modèle bayésien. Et un ensemble de validations pour évaluer la performance pendant l'entraînement. Euh, et un sous-ensemble de tests donc, utilisé à la fin du processus après avoir choisi les paramètres et finalisé le modèle dans le cadre de staking et pseudo-BMA. Et il permet donc de mesurer l'erreur finale du modèle sur les données qu'il n'a jamais vues ni lors de l'entraînement ni lors de la validation. Par rapport enfin, à la période utilisée pour réaliser ce travail, en fait, j'ai testé plusieurs périodes, donc à partir de 1950 jusqu'à 2021. Euh, par- mais l'erreur de prédiction est légèrement plus élevée lorsqu'on utilise 50 années civiles, donc dans l'ensemble des données. Ben, cela peut sembler contre-intuitif car on pourrait s'attendre à ce que s'il y a plus de données, ben, meilleur est le résultat des prédictions. Mais c'est généralement enfin, pas vrai enfin, lorsqu'on étudie la mortalité parce que des données trop loin de l'horizon de la projection peut dégrader la prédiction, surtout si l'effet de période présente des changements structurels. Et c'est ce que j'ai détecté donc, pour la période 60 de 1960 à 1970, parce que là, en fait, c'était plutôt stable l'évolution de l'empreinte KT, alors qu'on a une diminution des KT à partir de 1970, ce qui représente l'amélioration de la longévité par rapport à 70 ans. C'est pour cela, en fait, dans le cadre de ce mois, donc là, j'ai fait les projections à partir de 1982, donc jusqu'à 2019 ou 2021. Euh, Donc, suite à ce travail, donc, les modèles qui ont été sélectionnés, donc, en fonction de leur performance, en se basant donc, sur trois critères, donc MAE, Log-Score et CRPS. Donc, comme on voit, donc, avant Covid, c'est le staking qui a été sélectionné, que ce soit pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus. Et selon une combinaison, donc, pour les hommes, c'est surtout avec pour le modèle RH et APC. Pour les femmes, c'est donc plutôt le Lee Carter et le modèle APC, tous sexes confondus, donc en combinaison du modèle RH et APC. Et par contre, quand je prends les données, y compris Covid, c'est-à-dire quand j'ajoute les données de 2020 et 2021, le modèle sélectionné pour les hommes, c'est que le modèle RH. Pour le pseudo-BMA, pour les femmes, c'est le modèle APC. Et donc, c'est staking aussi pour tout sexe confondu. Et donc, vous voyez, c'est quand même le fait on n'intègre pas donc, les années Covid, donc de 2020 et 2021, on n'a pas les mêmes modèles sélectionnés, donc il n'y a pas les mêmes combinaisons, donc, que ce soit pour les hommes, les femmes ou tous sexes confondus. Et là, en fait, dans ces graphiques, on voit, c'est juste pour vous montrer, donc on remarque la convergence en fait entre l'espérance de vie des hommes et des femmes à l'horizon 2100. Mais en fait, là, c'est pas c'est l'espérance de vie à 50 ans, mais il est tronqué en fait à 90 ans. Donc, voilà, c'est pour cela que j'ai mis médian, mais parce qu'en fait, c'est pas... Et on voit à l'horizon 2100, donc il y a vraiment convergence entre l'espérance de vie. Là, à ce stade, actuellement, en 2020 enfin, en 2021, il y avait un 6 ans d'écart entre l'espérance de vie des hommes et des femmes.
Mais là, on constate quand même à l'horizon du mi-cent, enfin, il y aura convergence au niveau de l'espérance de vie des hommes et des femmes. Mais là, en fait, c'est tronqué jusqu'à 90 ans. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est la construction de la table de mortalité d'expérience. Donc c'est la description du portefeuille qui était à ma disposition. Donc dans ces portefeuilles, j'avais presque 2 millions d'individus ayant entre 50 et 90 ans, mais ils sont répartis entre cotisants, retraités, versataires euh, sur une période d'observation de 2 3 ans. Dans la base, donc, j'avais comme information la date de naissance de l'individu, le sexe, la date de début d'observation, le statut au début d'observation. Ben, ce statut, c'est-à-dire est-ce qu'il était cotisant, est-ce qu'il était retraité, est-ce qu'il était bénéficiaire d'une réversion, la date de fin d'observation et les motifs de sortie. Le motif de sortie, c'est-à-dire est-ce il a quitté donc cette période d'observation par décès ou c'est un départ de l'organisme de protection sociale au cours de la période ou bien s'il est toujours présent à la date d'extraction. Et donc, la période d'observation que j'ai, donc, c'est de 3 ans. Et dans la base, j'ai 51% des femmes 49% d'hommes, mais la répartition entre hommes et femmes est différente, que ce soit parmi les cotisants, enfin, ils sont quasiment majoritaires donc parmi les reversataires, mais presque le tiers c'est parmi les cotisants et des tiers d'hommes parmi les cotisants. Et au cours de la période d'observation, il y a eu le taux de mortalité globale, c'était 11,4 mais il était de 2,4 pour mes cotisants, qui c'est normal parce qu'ils sont plus jeunes, et 14,2% de retraités et 14,4% des reversataires. Donc voilà, c'est ça le portefeuille qui était à ma disposition, mais je n'avais pas dans le portefeuille des données sur l'épargne retraite. Donc mais ces 3 ans, ça me permet de construire une table d'expérience et pour ça, j'ai utilisé des modèles non paramétriques euh, comme des modèles Homme et Kaplan-Meier. La méthode Young, c'est en fait, il s'agit de ratio correspondant au nombre de décès par l'exposition au risque de mortalité pour l'âge correspondant. Et l'exposition, c'est en fait la quantité en fraction d'année pendant laquelle l'assuré a été observé. Ben, cet estimateur a les particularités d'être sans biais et convergent. Et concernant la méthode des Kaplan-Meier, l'estimateur, on fait pas, c'est la fonction de survie, donc on ne fait pas d'hypothèse sur la forme de la loi. Ben, il s'agit d'un estimateur non paramétrique et il permet de prendre en compte la censure et la troncature. Et ce qu'on constate, en fait, que les taux bruts obtenus, de mortalité obtenue par les deux méthodes sont proches, mais irréguliers. Donc, il est nécessaire de régulariser ces valeurs brutes pour obtenir une courbe lisse qui reflète la mortalité observée de notre portefeuille. Donc, pour cela, en fait, une fois en fait les taux bruts déterminés, il existe en fait deux méthodes permettant d'obtenir la loi de mortalité d'expérience du portefeuille, soit une méthode homogène, où les taux sont obtenus par un lissage des taux bruts observés, ou bien les méthodes exogènes déterminées par positionnement par rapport à une table de mortalité de référence. Mais comme moi, en fait, j'avais pas suffisamment de profondeur pour ma table d'expérience parce que j'ai que 3 ans d'observation, c'était forcément la deuxième méthode exogène que j'ai utilisée, où on peut construire la table de mortalité d'expérience prospective par positionnement par rapport à une table de mortalité de référence. Et pour ça, j'ai utilisé 3 méthodes de positionnement qui sont implémentées dans le package ELT du logiciel R. La première méthode, c'est la méthode SMR, qui consiste à appliquer un seul facteur de réduction ou majoration, c'est le SMR, donc au taux de mortalité de la table de référence. Et une deuxième méthode, c'est une variante du modèle relationnel symparamétrique de Brass de 1971. Et un troisième, c'est un modèle linéaire généralisé de Poisson. On suppose que les décès suivant le loi de Poisson et les taux de mortalité ajustés sont obtenus sur la plage considérée ces 50-90 ans et sur toutes les années de référence, via cette équation-là. Et en fait, comment dire,
Pour les tables de référence, en fait, j'ai utilisé des tables. En fait, deux types de tables. J'ai utilisé la table que j'ai construite donc, dans la première partie à partir de données HMD, mais pour aussi par titre de comparaison, j'ai utilisé les tables INSEE prospectives qui ont été construites sur la population française par l'INSEE sur la période 2007-2060. Mais ces projections donc, sont fondées sur des hypothèses concernant la fécondité, la mortalité et l'immigration. Et après, on voit qu'il n'y a pas vraiment, il n'y avait pas d'écart énorme entre... bah, c'était pour moi une sorte de validation de mes tables de référence quand même, parce que l'INSEE, voilà, c'est l'Institut donc, démographique et voilà, leurs travaux sont quand même, c'est des travaux de référence en fait pour tous les travaux du conseil d'orientation de retraite. Donc, ça m'a permis de comparer aussi mes projections. Et donc, voilà, j'ai utilisé deux types de tables de référence. Donc, les tables qui ont été construites par moi-même. Donc, dans la première partie, on utilisait les données HMD et les tables donc réalisées par l'INSEE, qui sont pour les hommes et les femmes. Et là, en fait, pour pouvoir trancher entre les trois méthodes, des positionnements, méthode SMR, méthode de Brass et méthode de Génin-Poisson, donc j'ai utilisé donc, plusieurs tests de proximité et de régalité et d'ajustement, proximité comme notamment Ki2, Erkarina, MAP, et donc ce sont des tests qui sont implémentés donc, en fait, dans le package et dans les travaux réalisés par Frédéric Riplancher. Et après, pour pouvoir trancher, parce que comme il y avait eu beaucoup de tests en fait, et donc pour pouvoir trancher entre les différentes tables, bah, j'ai décidé d'associer un poids à chaque méthode. Par exemple, je donnais un poids 1 pour la meilleure méthode, un poids 2 pour la méthode moyenne retenue, et 3 pour enfin, le poids 3 pour la meilleure méthode, point 1 pour la méthode qui est plus mauvaise et 2 la moyenne. Et après, finalement, quand on regarde le poids associé donc, à chaque méthode, je constatais que pour, au niveau des méthodes de positionnement, c'est la méthode SMR qui a été retenue parce qu'il y a eu le plus des poids. Et finalement, c'est-à-dire, on peut obtenir la table de mortalité d'expérience prospective juste en appliquant un coefficient donc, par rapport aux tables de mortalité d'expérience de référence que j'ai construites. Et là, en fait, de toute façon, quelque chose qui est logique parce qu'en fait, finalement, la table de référence, la table d'expérience que j'avais, la base de données, c'était des données d'un organisme de protection sociale, donc qui est quand même représentatif de la population française. Donc, c'est pas choquant que la méthode SMR qui a été retenue donc, suite à ces tests. Et nous remarquons en fait donc le SMR est inférieur à 1, ou juste pour les hommes, on obtient la table de référence de l'INSEE. En conséquence, la table de référence dite INSEE surestime le nombre de décès de notre portefeuille pour la population masculine, alors que la table HMD sous-estime légèrement les décès, puisque les SMR sont supérieurs à 1, que ce soit pour les hommes, les femmes et tous sexes confondus. Mais comme ce mémoire s'inscrit dans le cadre du risque de longévité, donc un tel modèle nous permettra donc d'être prudent. Donc voilà, finalement, donc, ces coefficients donc, SMR qui ont été appliqués donc, sur la table des références construite HMD pour pouvoir obtenir les tables de mortalité d'expérience prospective. Euh, Après, en fait, pour analyser l'impact euh, donc, sur la tarification et le provisionnement d'une table de mortalité donc, unisexe, et comme je n'ai pas des données sur l'épargne dans ma portefeuille, donc j'ai travaillé sur des cas types. Et là, en fait, ce que je cherche à calculer, c'est en fait la prime pour, que ce soit pour les hommes, femmes, enfin, quand je dis tout sexe confondu, c'est-à-dire je néglige la variable sexe, en fait, dans ma base. Et, euh, et pour calculer en fait la prime pour une rente viagère annuelle à terme issu de 100 euros versée à partir de 65 ans pour un assuré d'AGX au moment de la souscription en 2024 et voir combien ça va coûter la prime par rapport à la table réglementaire TGF 05. Et on constate que la prime est plus élevée
la prime est plus élevée avec la table réglementaire TGF 05. Pourquoi? Parce qu'elle est plus prudente. Et pour pouvoir comparer ça, donc j'ai mis juste ici sur le graphique une comparaison de l'espérance de vie à 50 ans tronquée à 90 ans selon les tables de mortalité et les réalisations. Et là, on voit bien que l'espérance de vie elle est plus élevée avec la table réglementaire TGF 05 par rapport aux réalisations. C'est la période 2007-2021, donc parce qu'elle est en fait plus prudente. Donc, et on constate aussi que plus l'âge de souscription est jeune, plus la prime à payer est moindre pour un montant de rente identique. Donc ça, c'est normal. Aussi, la prime des hommes est moins élevée que celle des femmes, car ils vivent moins longtemps. Et de manière générale, l'âge des souscriptions donné, la prime est plus élevée avec la table donc, réglementaire TGS 05, correspond à la table préconisée par le Code des assurances pour ce genre de contrat. Et cela s'explique donc par, comme je viens de dire, que par l'espérance de vie plus élevée des assurés des tables réglementaires. Pardon. Et là, en fait, pour voir l'impact sur les provisionnements, euh, donc j'ai calculé en fait pour différents âges, ce décatype en fait que j'ai pris, pour différents âges, 50 ans, 55, 60 ans, le besoin de provisionnement en fait pour selon les tables que j'ai utilisées, donc pour que ce soit pour les tables INSEE ou pour les tables HMD femmes et hommes. Et en fait, là, ce que j'ai constaté, que j'ai besoin de provisionnement moins de 6 à 16% avec des tables d'expérience par rapport aux tables réglementaires. Et donc, la question se pose qu'avec l'interdiction d'utiliser des tables de mortalité différenciées par sexe et donc l'attente d'éventuelles tables de mortalité réglementaires, donc l'une des options a été consiste à appliquer la table de mortalité des femmes, dite TGS 05 pour tous les assurés. Or, en fait, l'utilisation de ces tables pour les hommes implique une augmentation du provisionnement de 10% pour l'assureur, quel que soit l'âge de souscription. Donc, c'est en fait l'assureur, il a tout intérêt de construire des tables de mortalité d'expérience prospective bah, qui reflètent la mortalité de sa portefeuille pour le provisionnement qu'est d'utiliser donc la table de mortalité TGF 05 dans le cadre de la suppression des tables de mortalité genrées des contrats de fin retraite collectifs. Hum, on va juste- Et, donc, en fait, au niveau de la conclusion, en fait, donc, au niveau des résultats travaillés, donc, voilà, je synthétise, donc, les résultats des modèles que j'ai testés, donc, que ce soit LCRH, APC, BCD, MC, c'était pas concluant. Donc, j'ai procédé à la modélisation de la mortalité selon une approche bayésienne. Les deux approches, les méthodes ensembliste, staking et pseudo-BM1, euh, testées et comparées au modèle bayésien standard de moyen BM1. Donc, finalement, une construction d'état de mortalité d'expérience basée sur des données de 3 ans d'un organisme statistique ont été réalisées. Euh, et je l'ai positionné, donc, cette table donc, via 3 méthodes, SMR, BRAS et GM Poisson. C'est la méthode SMR qui a été retenue. Et l'originalité de l'étude, c'est que c'est la mise en œuvre donc, d'une méthode récente fondée sur l'approche bayésienne, une méthode ensembliste qui permettrait de fournir des résultats plus pertinents et moins biaisés qu'une approche fréquentiste basée sur un modèle unique. Après, la limite de travail, c'est que la base de données elle est ancienne, l'historique elle est faible parce que de 3 ans et que je n'ai pas de données d'épargne concernant l'épargne des assurés dans mon portefeuille. C'est pour cela que j'ai fait le chiffrage de l'impact sur l'assureur sur des cas types. Et en termes de perspective, donc, on peut étendre ce travail donc, réalisé à des données récentes d'un régime de retraite supplémentaire et qui inclut des données donc, réelles sur l'épargne retraite collectif obligatoire. Et un deuxième point, c'est développer une méthodologie pour intégrer l'expérience historique, y compris les pandémies, donc des modèles de projection de la mortalité. Et ce que je préconise, c'est de mettre à jour régulièrement les modèles de projection de mortalité parce qu'il y a quand même une incertitude liée aux répercussions de la COVID à long terme.
Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer à la phase des réponses et questions. Donc, posez dans le chat. Ouais. Première question, savez-vous si cette nouvelle table mixte a un nom officiel sur le marché? Pas à ma connaissance à ce stade. Je ne sais pas si leurs organismes optent pour le moment sur la table TGF 05 ou non. Euh, Concernant la tarification. Ah oui, enfin pour la tarification et le provisionnement, les taux techniques que j'ai utilisés, c'est de 3%. Après, c'était juste des cas types. Donc, effectivement, ça joue un rôle. En fait, le taux technique, ça joue un rôle si on prend 0 ou 3%. Mais bon. Pour une rente, 100 euros annuel. Quelle est la différence entre le PER et le contrat de type article 83? Enfin, le PER, c'est le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire qui est un plan ouvert à tous les salariés d'une entreprise. Et ce plan, en fait, succède au contrat article 83, ben, parce que ces contrats ne sont plus commercialisés donc, depuis la mise en place du PER dans le cadre de la loi Pacte de 2019. Ben, qui risque de s'appuyer sur un modèle unique dans le cadre des projections, des taux de mortalité. Ben, en fait, c'est une mauvaise spécification du modèle, incertitude des paramètres et la surdispersion. Quelle est la méthode de projection adoptée par l'INSEE? Oui, en fait, l'INSEE adopte la méthode des composantes, enfin, la méthode des composantes qui permet de faire évoluer la population d'une année sur l'autre en remarquant que la population au 1er janvier d'une année est égale à la population au 1er janvier de l'année précédente et en ajoutant les naissances et en enlevant les décès et en tenant compte du solde migratoire. Donc, c'est pas la même méthode. Est-ce que la table obtenue opération... Enfin, la table obtenue n'est pas valide. Normalement, quand on fait une table pour un organisme, il faut qu'elle soit certifiée par un actuaire externe. Donc, pour le moment, elle n'a pas été certifiée. Mais en fait, l'objectif en fait, de cette table, c'était vraiment pour mon mémoire. Parce qu'en fait, les données sont anciennes, elles ne sont pas vraiment des données récentes. Avez-vous mené des évaluations prospectives pour la mortalité, c'est-à-dire en tenant compte des tendances futures d'évolution de la mortalité? L'idée de savoir comment la projeter par rapport... Bon, en fait, ah oui, je la projette via la coefficient KT, en fait, avec... je fais des projections pour la composante temporelle KT. Donc, c'est comme ça que je l'ai obtenu donc, à l'horizon 2060, 2100 et... Donc, c'est comme ça que je le projette en fait, via la composante temporelle, la projection de la composante temporelle avec un modèle ARIMA. Voilà, si on n'a plus de questions, donc je propose qu'on s'arrête là. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Vous trouverez les slides, les mémoires et un replay de ces webinaires sur l'Institut des actuaires.